Ce soir, nous plongeons dans le véritable Far West, pas la version hollywoodienne avec ses cow-boys héroïques et ses duels dramatiques, mais la réalité crue et dangereuse où la survie n'était jamais garantie. Vous pensez peut-être que vous êtes assez robuste pour y faire face, mais croyez-moi, il y a une raison pour laquelle on l'appelait le sauvage. Si vous appréciez ces histoires, un petit like ou même un abonnement me ferait vraiment plaisir, ça aide plus que vous ne le pensez. Je suis toujours curieux de savoir d'où vous nous écoutez, alors laissez un commentaire avec votre emplacement et l'heure qu'il est chez vous. J'adore voir notre petite communauté mondiale se connecter à travers ces récits. Maintenant, baissez les lumières, peut-être allumer un ventilateur pour ce léger bourdonnement de fond, et embarquons ensemble pour ce voyage ce soir. Nous allons découvrir pourquoi vous ne survivriez probablement pas une seule journée dans la frontière américaine indomptée. Félicitations, vous venez de vous réveiller dans le Far West américain des années 1870. La bonne nouvelle, vous êtes sur le point de vivre une page légendaire de l'histoire de première main. La mauvaise nouvelle, vos chances de survie viennent de chuter drastiquement. Le premier défi vous frappe avant même que vous n'ouvriez les yeux à l'odeur. Pas l'arôme terrestre et agréable de la nature auquel vous pourriez vous attendre, mais quelque chose de bien plus âcre, la puanteur des corps non lavés, des excréments d'animaux, et peut-être même des eaux usées brutes flottant lourdement dans l'air. Se laver n'était pas vraiment une priorité dans le Far West. La plupart des colons considéraient un bain complet comme un luxe mensuel, et c'est généreux. Certains passaient tout l'hiver sans se laver correctement. L'eau, vous savez, était précieuse ici, et l'utiliser pour se nettoyer semblait du gaspillage quand elle était nécessaire pour boire et cuisiner. En vous traînant hors de votre lit, qui n'est probablement qu'un matelas rempli de paille grouillant de punaises, vous réalisez à quel point chaque muscle de votre corps est douloureux. La vie à la frontière des années 1870 impliquait un travail physique constant de l'aube au crépuscule. Il n'y avait pas de week-end, pas de vacances, et certainement pas de considérations ergonomiques. Que vous soyez fermier, mineur ou rancher, votre corps était votre outil principal, utilisé jusqu'à ce qu'il s'effondre. Vous pensez peut-être travailler dur dans votre vie moderne, mais le travail à la frontière était d'un tout autre ordre, un labeur éreintant qui laissait même les plus robustes bossus et arthritiques dès leurs 30 ans. Imaginez passer 14 heures à labourer des champs, transporter de l'eau, couper du bois, ou travailler dans les profondeurs d'une mine. Pas étonnant que l'espérance de vie moyenne ne soit que d'environ 35 ans. Debout sur le sol poussiéreux, vous remarquez le froid dans l'air. S'il s'agit de l'hiver, votre cabane pourrait être à -20 degrés Celsius à l'intérieur. Si vous aviez une cheminée, vous l'auriez laissée s'éteindre pendant la nuit pour économiser le précieux combustible. Bonne chance pour trouver un chauffage central ou des sous-vêtements thermiques en ce siècle. Et s'il s'agit de l'été, eh bien, préparez-vous à transpirer à travers chaque vêtement que vous possédez. Il n'y avait aucun moyen d'échapper aux éléments dans le Far West. En parlant de vêtements, oubliez le confort. Les hommes possédaient généralement peut-être 2 ensembles de vêtements ou des pantalons en toile ou en dénime rugueux et des chemises en coton qui irritaient la peau. Les femmes portaient plusieurs couches quel que soit le temps, chemises, corsets, jupons, et robes longues qui traînaient dans la poussière. Tout était rêche, mal ajusté, et rarement nettoyé. Ces tenues élégantes que vous avez vues dans les films westerns? Pure fiction pour la personne moyenne. Votre estomac grogne, vous rappelant qu'il est temps de prendre le petit déjeuner. J'espère que vous aimez les haricots, les biscuits et le café peut-être pour chaque repas. Le régime du Far West était monotone et nutritionnellement déficient. Les fruits et légumes frais étaient des luxes saisonniers. La viande, lorsqu'elle était disponible, était souvent conservée avec du sel ou fumée car la réfrigération n'existait pas. Le scorbut, une maladie causée par une carence en vitamine C, vous savez, quand vos gencives saignent et vos dents tombent, était courant parmi les colons malgré une prévention facile avec les connaissances modernes. Vous pensez peut-être que le café serait au moins bon, les cow-boys semblent toujours en avoir une cafetière sur le feu dans les films. Mais ce qu'on vous sert ressemble à peine à ce que vous reconnaîtriez comme du café. Il est généralement bouilli jusqu'à en perdre tout goût, amer au-delà de l'imaginable, et pourrait inclure des coquilles d'œufs écrasées ou même du sel pour réduire l'amertume. Pourtant, la caféine vous aiderait à affronter la journée, alors vous le buvez sans vous plaindre. Avant de sortir, vous devriez vérifier vos chaussures pour y déloger les scorpions ou les serpents qui auraient pu chercher refuge pendant la nuit. Il n'était pas rare que les gens de la frontière secouent leurs bottes chaque matin, une habitude née d'expériences douloureuses. Un mauvais mouvement, et vous pourriez vous retrouver face à une morsure venimeuse à des kilomètres de toute aide médicale. En sortant de votre cabane, vous réalisez immédiatement à quel point vous êtes exposé. Le vaste paysage de la frontière américaine était à couper le souffle, certes, mais il était aussi impitoyable.
Les conditions météorologiques extrêmes pouvaient survenir avec peu d'avertissement. Tempêtes de neige, tornades, inondations soudaines ou sécheresses pouvaient toutes signifier la mort pour les impréparés. Le ciel peut être clair maintenant, mais cela pourrait changer en quelques minutes. Si vous vous êtes installé dans une ville de la frontière, vous pourriez penser que la civilisation offre une certaine protection. Dans un sens, c'est vrai. Dans un autre, cela présente simplement d'autres dangers. Les villes du Far West étaient des foyers de maladies. Sans système d'égouts approprié ni compréhension de la théorie des germes, les maladies se propageaient rapidement dans les communautés. Le choléra, la typhoïde, la variole, la diphtérie et la tuberculose étaient des menaces constantes. Une épidémie pouvait décimer la moitié d'une ville en quelques semaines. En parlant de ville, disons que vous décidez d'en visiter une aujourd'hui. En vous approchant, vous remarquez un manque distinct d'organisation dans la disposition. De nombreuses villes de l'Ouest poussaient de manière anarchique, avec des bâtiments construits là où c'était pratique, souvent sans planification ni infrastructure appropriée. Les rues n'étaient pas pavées mais étaient des pistes de terre qui se transformaient en bourbiers boueux quand il pleuvait et en désert poussiéreux quand il faisait sec. L'odeur vous frappe à nouveau, plus forte maintenant. Le crottin de cheval était partout car les chevaux étaient le principal moyen de transport. Il n'y avait ni nettoyeur de rue ni service d'assainissement. Dans certaines villes, les déchets accumulés pouvaient atteindre la hauteur des genoux dans les zones très fréquentées. Les mouches bourdonnaient autour de vous, et vous réalisez pourquoi les maladies se propageaient si facilement ici. En descendant la rue principale, vous passez devant le saloon, probablement l'un des établissements les plus animés de la ville. Contrairement aux représentations hollywoodiennes, les saloons n'étaient pas des lieux glamour avec des portes battantes et des pianistes. La plupart étaient des affaires rudimentaires à une seule pièce avec des comptoirs en planches brutes et des meubles basiques. L'alcool servi n'était pas un whisky fin vieilli en fût de chêne mais un alcool brut, souvent mélangé à du jus de tabac, du poivre, de la térébenthine, ou même de la poudre à canon pour lui donner un coup de fouet supplémentaire. Un seul verre pouvait vous rendre aveugle si vous aviez de la malchance. Le saloon représente un autre aspect mortel de la vie à la frontière, la violence. Ces établissements étaient fréquemment le théâtre de confrontations mortelles, non pas à cause de duels formels ou de confrontations dramatiques, mais à cause de disputes d'ivrognes qui dégénéraient rapidement dans une société lourdement armée. Les fusillades romancées des films westerns étaient rares. La plupart des violences étaient impulsives, désordonnées, et sur des questions triviales. En parlant d'être armé, vous remarquerez que presque tout le monde porte une arme quelconque, mais pas pour les raisons que vous pourriez penser. Bien que la protection personnelle soit certainement un facteur, les armes étaient principalement des outils pour la chasse, la protection contre la faune, et parfois pour signaler. La menace constante des ours, des loups, des cougars et des serpents venimeux rendait insensé de se déplacer sans armes, surtout entre les colonies. Vous pourriez être surpris d'apprendre que de nombreuses villes de la frontière avaient des lois strictes sur le contrôle des armes. Des endroits comme Dodge City, Kansas, et Tombstone, Arizona, exigeaient des visiteurs qu'ils remettent leurs armes à feu en entrant dans les limites de la ville. La célèbre fusillade à Loquet Corral a en fait commencé parce que le gang Clanton a refusé de se conformer à l'ordonnance sur les armes de Tombstone. Malgré ce que vous avez vu dans les films, les duels au tir rapide au milieu de la rue étaient extrêmement rares. La plupart des fusillades étaient des embuscades ou survenaient lors de vols. Le tireur habile se confrontant à un adversaire à midi est largement une invention d'Hollywood. La violence réelle à la frontière était généralement soudaine, chaotique, et dépourvue de tout sens de l'honneur ou de l'équité. En continuant votre promenade, vous passez devant le cabinet du médecin local. Les soins médicaux dans la frontière des années 1870 vous horrifieraient. La plupart des médecins avaient peu ou pas de formation formelle. Les interventions chirurgicales étaient effectuées sans anesthésie au-delà du whisky ou de la morphine, et la stérilisation était pratiquement inconnue. Quelque chose d'aussi simple qu'une coupure infectée pouvait conduire à une amputation ou à la mort. Les traitements courants incluaient la saignée, les composés de mercure, l'arsenic, et autres substances toxiques qui faisaient souvent plus de mal que de bien. Les femmes en couche faisaient face à des taux de mortalité aussi élevés qu'1 sur 4 dans les zones reculées. La dentisterie impliquait l'extraction sans anesthésie, avec des outils rudimentaires. La plupart des gens souffraient de problèmes dentaires douloureux pendant des années avant de finalement perdre leurs dents. Si vous étiez blessé ou tombiez malade à la frontière, votre survie dépendait souvent plus de la chance que de l'intervention médicale. Même les blessures mineures pouvaient devenir mortelles à cause d'une infection. Les fractures osseuses pouvaient ne jamais guérir correctement, laissant les gens de la frontière avec des douleurs chroniques et des handicaps. La célèbre phrase « Seuls les forts survivent »
avait une signification littérale dans le Far West. Votre estomac grogne à nouveau, et vous réalisez qu'il est temps pour le déjeuner. Vous vous dirigez vers le restaurant local, qui est probablement juste une extension de la maison de quelqu'un où les repas sont servis contre paiement. La nourriture n'est pas plus variée que votre petit déjeuner. La viande est dure et souvent avariée malgré un fort fumage ou salage. Les légumes, s'il y en a, sont cuits jusqu'à devenir de la bouillie. Les normes de sécurité alimentaire n'existent pas, donc la dysenterie et l'empoisonnement alimentaire sont courants. En mangeant, vous entendez des conversations sur des attaques récentes d'Indiens, des gangs de hors-la-loi, ou le danger de voyager seul. Bien que la violence des Amérindiens contre les colons soit bien moins courante que décrite dans la culture populaire, en fait, les colons et l'armée américaine étaient bien plus susceptibles d'être les agresseurs. La frontière restait un lieu de conflit. Le déplacement systématique des peuples indigènes créait des tensions qui éclataient parfois en violence des deux côtés. Quant au hors-la-loi, il représentait une menace réelle, particulièrement dans les zones reculées. Les forces de l'ordre étaient rares, avec un seul shérif parfois responsable de milliers de kilomètres carrés. Dans de nombreux endroits, la justice était rendue par des actions de justiciers plutôt que par des procédures légales formelles. Les foules lyncheuses étaient courantes, et le concept d'innocent jusqu'à preuve du contraire ne s'appliquait souvent pas. Si vous étiez accusé de vol de cheval ou de bétail, vous pourriez vous retrouver pendu à un arbre avant le coucher du soleil, que vous soyez réellement coupable ou non. Après le déjeuner, vous décidez de visiter le magasin général local pour faire le plein de provisions. Les prix vous choquent. Les nécessités de base coûtaient bien plus cher à la frontière qu'à l'Est en raison de la difficulté et du coût du transport. Une simple boîte de pêche pourrait coûter l'équivalent de 20 $ en argent d'aujourd'hui. De nombreux colons dépensaient la plupart de leurs revenus pour des fournitures essentielles, avec peu de reste pour le confort ou le luxe. Le magasin offre un autre aperçu de la réalité de la frontière, l'isolement. La livraison du courrier était peu fréquente et peu fiable. Les journaux pouvaient être vieux de semaines ou de mois. Les informations voyageaient lentement, et vous pourriez passer des années sans nouvelles de votre famille à l'Est. Beaucoup de colons ne revoyaient jamais leurs proches après avoir déménagé à l'Ouest. Le coût psychologique de cet isolement contribuait à des taux élevés de dépression, d'alcoolisme et de suicide parmi les populations de la frontière. À mesure que l'après-midi avance, vous remarquez des nuages sombres s'amasser à l'horizon. Le temps à la frontière n'était pas juste inconfortable, il pouvait être mortel. Sans prévision météorologique moderne, les tempêtes arrivaient avec peu d'avertissement. Les blizzards pouvaient bloquer les voyageurs, entraînant des morts par congélation. Les tornades détruisaient des communautés entières sans service d'urgence pour aider les survivants. Les inondations soudaines emportaient les trains de chariots. Les sécheresses ruinaient les cultures et provoquaient la famine. Si vous aviez la chance d'avoir une maison correcte, elle offrait une protection minimale. La plupart des habitations de la frontière étaient construites à la hâte avec les matériaux disponibles, des maisons en tourbe sur les plaines, des cabanes en rondins dans les régions boisées, ou de simples structures en bois dans les villes. Aucune n'était particulièrement efficace contre les intempéries extrêmes. Les températures intérieures en hiver pouvaient descendre en dessous de zéro. La chaleur estivale était souvent insupportable, surtout dans les greniers ou les étages supérieurs où beaucoup dormaient. Alors que la tempête approche, vous décidez de retourner à votre cabane avant qu'elle ne frappe. En chemin, vous croisez un groupe d'hommes se rendant au travail à la mine locale. L'extraction minière était l'une des professions les plus dangereuses à la frontière. Les effondrements souterrains, l'exposition à des gaz toxiques, les explosions dues à une mauvaise manipulation de la poudre à canon, et les accidents de machinerie faisaient d'innombrables victimes. Les mineurs souffraient également de problèmes de santé à long terme comme la pneumoconiose due à la poussière de charbon ou l'empoisonnement au mercure lors du traitement de l'or. Même si vous évitiez l'extraction, peu de professions à la frontière étaient sûres. L'agriculture impliquait des équipements dangereux sans dispositif de sécurité. L'élevage signifiait travailler avec des animaux imprévisibles pesant des centaines de kilos. L'exploitation forestière avait l'un des taux de mortalité les plus élevés de toutes les professions. Quoi que vous fassiez pour gagner votre vie, votre risque de blessure grave ou de mort était exponentiellement plus élevé que dans le monde moderne. Vous regagnez votre cabane juste au moment où la pluie commence à tomber. Le toit fuit à plusieurs endroits, et vous placez des seaux pour récupérer l'eau. C'est une bonne occasion de remplir votre réserve d'eau potable, car l'eau propre était rare et précieuse. De nombreux colons de la frontière buvaient dans les mêmes sources utilisées pour le lavage et l'abreuvement du bétail, ce qui entraînait des maladies hydriques qui pouvaient rapidement devenir mortelles. En vous asseyant dans votre cabane qui fuit, écoutant la pluie, vous réfléchissez à quel point la réalité est différente de la version romancée du Far West.
Il n'y avait ni héros ni méchants, juste des gens luttant pour survivre dans des conditions incroyablement difficiles. Le fait que quiconque y ait survécu témoigne de la résilience et de la détermination humaine. La nuit tombe tôt, car vous n'avez pas d'électricité. Les bougies et les lampes à huile fournissent un éclairage minimal, et vous êtes prudent avec elles. Le feu était un danger constant dans les maisons de la frontière. Une seule étincelle pouvait signifier tout perdre, sans pompiers à appeler à l'aide. De nombreuses villes brûlaient au moins une fois dans leur histoire. Vous vous préparez pour le lit, épuisé par une seule journée dans le Far West. Vos muscles sont douloureux, votre estomac est perturbé par la nourriture inhabituelle, et votre esprit est submergé par la vigilance constante nécessaire pour rester en vie. Alors que vous vous endormez, vous vous demandez si vous passerez la journée de demain ou si vous deviendrez simplement une autre statistique dans l'histoire dangereuse de la frontière américaine. Le vent hurle à l'extérieur de votre cabane, un rappel obsédant de la petitesse et de la vulnérabilité des humains face à l'immensité de la nature indomptée. Demain, si vous avez la chance de le voir, apportera à nouveau tous ces défis, ainsi que de nouveaux que vous n'avez pas encore imaginés. Dans le Far West, la survie n'était jamais garantie. Elle se gagnait jour après jour, heure après heure, à travers des épreuves que la plupart des gens modernes peuvent à peine concevoir. La lumière du matin filtre à travers les fissures des murs de votre cabane, vous réveillant d'un sommeil agité. Votre corps est douloureux à cause du matelas dur, mais il n'y a pas de temps à perdre. Le Far West n'attend personne. En vous levant, vous vous souvenez de l'introduction brutale à la vie de la frontière d'hier et vous vous demandez quel nouveau défi aujourd'hui apportera. Disons que vous décidez de quitter la ville aujourd'hui pour voyager à travers la frontière. Que vous vous dirigiez vers une autre colonie, rejoignez un convoi de chariots vers l'ouest, ou simplement exploriez, voyager dans les années 1870 était une expérience totalement différente de ce à quoi vous êtes habitué. La bonne nouvelle est qu'à cette époque, le chemin de fer transcontinental avait été achevé, reliant les côtes et ouest de l'Amérique. La mauvaise nouvelle, sauf si vous étiez relativement riche ou voyagiez entre de grandes villes, vous ne pouviez probablement pas vous permettre de l'utiliser. La plupart des gens de la frontière voyageaient à cheval, en chariot, ou simplement à pied. Si vous possédiez un cheval, considérez-vous chanceux. Les chevaux étaient coûteux à acheter et à entretenir, hors de portée pour de nombreux colons. Un bon cheval pouvait coûter l'équivalent de plusieurs mois de salaire. Ensuite, il fallait des selles, des brides, de la nourriture, et des soins vétérinaires bien que les soins vétérinaires signifiaient souvent abattre l'animal s'il se cassait une jambe ou développait certaines maladies. Monter à cheval n'était pas une promenade de plaisir. Les selles des années 1870 n'étaient pas conçues pour le confort mais pour la fonctionnalité. Des heures en selle laissaient même les cavaliers expérimentés avec des cloques et des muscles douloureux. Et si votre cheval prenait peur à cause d'un serpent ou d'un bruit soudain, ce qui arrivait fréquemment, vous pouviez facilement être projeté, risquant des fractures ou pire, à des kilomètres de toute aide. Si vous ne pouviez pas vous permettre un cheval, vous voyagiez peut-être en chariot. Oubliez l'image romantique des pionniers roulant joyeusement à travers des prairies immaculées. Le voyage en chariot était brutalement inconfortable. Les véhicules n'avaient aucun système de suspension au-delà du léger amorti des roues en bois, ce qui signifie que vous ressentiez chaque rocher, ornière et trou sur le chemin. Les secousses constantes provoquaient le mal du chariot, semblable au mal de mer, laissant les voyageurs nauséeux et misérables. Les routes, si elles existaient, étaient généralement des pistes de terre creusées par les voyageurs précédents. Après la pluie, elles devenaient des bourbiers boueux où les chariots pouvaient s'enfoncer jusqu'aux essieux. Pendant les périodes sèches, la poussière était si épaisse qu'on pouvait à peine respirer ou voir. Les chariots se cassaient fréquemment, avec des roues qui se fissuraient ou des essieux qui se brisaient à des kilomètres de la colonie la plus proche. Disons que vous avez décidé de voyager jusqu'en Californie ou en Oregon. Vous avez rejoint un convoi de chariots en direction de l'ouest sur le célèbre Oregon Trail. Ce voyage de 3200 km était l'une des entreprises les plus périlleuses du XIXe siècle. Sur les quelques 400 000 personnes qui l'ont tenté entre les années 1840 et 1860, on estime qu'1 sur 10 n'a pas survécu. L'Oregon Trail était parfois appelé le plus long cimetière de la nation. Certains historiens estiment qu'en moyenne, 10 à 15 personnes mouraient pour chaque mile du sentier. Pensez une tombe tous les 100 mètres environ sur 3200 km. Le sentier était jalonné de croix improvisées et de marqueurs en pierre, beaucoup sans nom, car les familles devaient enterrer leurs proches et continuer leur voyage. La maladie était le tueur numéro 1 sur l'Oregon Trail. Le choléra, une infection bactérienne propagée par l'eau contaminée, était particulièrement dévastateur. Cette horrible maladie provoquait une diarrhée et des vomissements sévères,
vidant le corps de ses fluides si rapidement qu'une personne pouvait être en bonne santé au petit déjeuner et morte avant le dîner. Il n'y avait aucun traitement efficace disponible. Les convois de chariots perdaient parfois des dizaines de personnes dans une seule épidémie de choléra. D'autres maladies comme la dysenterie, la typhoïde et la fièvre des montagnes faisaient d'innombrables victimes. Les enfants étaient particulièrement vulnérables, avec de nombreuses familles perdant plusieurs enfants pendant le voyage. Les soins médicaux étaient au mieux rudimentaires, souvent limités à des remèdes populaires qui faisaient peu pour aider et parfois aggraver les conditions. Traverser les rivières présentait un autre défi mortel. Les chariots n'étaient pas conçus pour flotter, mais les pionniers devaient traverser de nombreuses rivières sur leur chemin vers l'ouest. Certaines avaient des ferries ou des gués, mais beaucoup nécessitaient que le chariot soit flotté comme un bateau de fortune. Les chariots chaviraient fréquemment lors de ces traversées, noyant les gens et le bétail et détruisant les précieuses provisions. Les rivières plates, Columbia et Snake ont fait des centaines de victimes pendant la période de migration. Contrairement à la croyance populaire, les attaques des Amérindiens étaient relativement rares. La plupart des tribus étaient en fait utiles aux migrants, offrant des provisions, des conseils et une assistance pour les traversées de rivières. La majorité des morts violentes sur le sentier provenaient d'accidents écrasés par les roues des chariots, noyés, ou frappés par des animaux de trait. Les accidents d'armes à feu étaient étonnamment courants, car la plupart des voyageurs n'étaient pas expérimentés avec les armes mais les portaient pour chasser et se protéger. Le coût psychologique du voyage était immense. Les familles enterraient des enfants, des parents et des conjoints en chemin, puis devaient continuer à voyager immédiatement. Il n'y avait pas de temps pour un deuil prolongé sur le sentier. Chaque jour de retard signifiait moins de chances de traverser les montagnes avant que les neiges hivernales ne rendent les cols impraticables. Le stress constant, le chagrin et les épreuves physiques poussaient de nombreux voyageurs à l'effondrement mental. Le suicide n'était pas rare parmi les migrants du sentier. Si vous surviviez au voyage jusqu'en Californie ou en Oregon, vos défis n'étaient pas terminés. Beaucoup arrivaient à destination après avoir dépensé tout leur argent et leurs ressources pour le voyage lui-même. Les familles arrivaient souvent démunies, mal nourries et malades, pour découvrir que la terre promise avait ses propres dures réalités. Mais disons que vous décidez de ne pas voyager aussi loin. Peut-être vous dirigez-vous vers une ville ou une colonie à proximité à la place. Même les courts trajets dans le Far West présentaient des dangers significatifs. Les voyageurs pouvaient rencontrer des hors-la-loi qui voyaient les cavaliers solitaires ou les petits groupes comme des cibles faciles. Bien que la fréquence des vols de diligence ait été exagérée dans la fiction ultérieure, ils se produisaient assez régulièrement pour être une préoccupation légitime. L'environnement naturel posait des menaces constantes aux voyageurs. Les inondations soudaines pouvaient emporter les sentiers ou piéger les voyageurs imprudents. La chaleur estivale dans les régions désertiques pouvait tuer par déshydratation et coups de chaleur. Les blizzards hivernaux piégeaient régulièrement les voyageurs, parfois menant à des morts par congélation ou à des situations désespérées comme la célèbre donnée partie, où les survivants ont eu recours au cannibalisme pour rester en vie. La navigation elle-même était un défi à une époque sans carte détaillée. Les voyageurs s'appuyaient sur des indications vagues. Des repères qui pouvaient changer ou être mal identifiés, et l'expérience de guides qui se révélait parfois peu fiable. Se perdre dans la nature pouvait être une condamnation à mort, surtout si vos provisions s'épuisaient. En voyageant aujourd'hui, vous remarquez un autre aspect de la vie à la frontière que les films dépeignent rarement avec précision, la stupéfiante diversité des gens. Le Far West n'était pas peuplé uniquement de cow-boys et de colons blancs. C'était un carrefour de cultures du monde entier. Les immigrants chinois travaillaient comme constructeurs de chemins de fer, mineurs et marchands. Les familles mexicaines vivaient dans le sud-ouest bien avant qu'ils ne deviennent territoire américain. Les cow-boys noirs représentaient jusqu'à 25% de la main-d'œuvre sur certains ranchs. Les immigrants européens d'Allemagne, d'Irlande, d'Italie et de Scandinavie apportaient leur culture et traditions. Et, bien sûr, des dizaines de nations amérindiennes distinctes appelaient ces terres leur maison depuis des milliers d'années avant l'arrivée des autres. Cette diversité, cependant, ne signifiait pas égalité ni harmonie. La violence raciale était une caractéristique courante de la vie à la frontière. Les travailleurs chinois des chemins de fer faisaient face à une discrimination brutale et étaient souvent forcés de prendre les emplois les plus dangereux pour un salaire inférieur à celui des travailleurs blancs. Les propriétaires terriens mexicains voyaient fréquemment leurs propriétés saisies par manipulation légale ou vol pur et simple après la guerre mexicano-américaine. Les Afro-Américains qui se déplaçaient vers l'ouest dans l'espoir d'échapper à la discrimination du Sud trouvaient souvent un racisme de la frontière tout aussi ancré, bien que sous une forme différente. Malgré leur contribution cruciale à l'élevage, à l'extraction minière et à la construction des communautés de la frontière,
ils étaient fréquemment exclus des opportunités économiques et de l'acceptation sociale. Pour les Amérindiens, l'expansion de la colonisation blanche était rien moins qu'une catastrophe. La population indigène de l'Amérique du Nord, qui comptait autrefois peut-être 15 millions de personnes, avait été réduite à moins de 300 000 d'ici 1900. Les maladies, la guerre, les déplacements forcés et la destruction délibérée de leurs sources de nourriture, en particulier le bison, ont décimé de nombreuses tribus et nations. Les politiques du gouvernement américain repoussaient systématiquement les Amérindiens de leurs terres traditionnelles vers des réserves, souvent dans des zones avec un sol pauvre et peu de ressources. Les traités étaient régulièrement rompus lorsque des ressources précieuses étaient découvertes sur les terres des réserves. Les enfants autochtones étaient arrachés à leurs familles et placés dans des pensionnats conçus pour effacer leur identité culturelle, opérant sous la philosophie de tuer l'Indien, sauver l'homme. Les récits romancés de cow-boys contre indiens et des films ultérieurs déformaient grossièrement les interactions complexes entre les colons et les peuples indigènes. De nombreuses nations autochtones ont initialement essayé d'accueillir les nouveaux arrivants et de s'adapter aux circonstances changeantes. La violence éclatait généralement après des violations répétées des traités, des empiètements sur les terres tribales, ou des provocations délibérées. En poursuivant votre voyage, vous pensez à un autre groupe dont l'expérience différait radicalement des représentations hollywoodiennes, les femmes à la frontière. Loin des demoiselles en détresse ou des institutrices des films westerns, les femmes de la frontière effectuaient un travail physique incroyablement exigeant tout en naviguant dans des attentes sociales restrictives. Dans les homesteads et les fermes, les femmes ne se contentaient pas de gérer les tâches domestiques traditionnelles comme cuisiner, nettoyer, s'occuper des enfants et fabriquer des vêtements, mais travaillaient également dans les champs, s'occupaient du bétail et défendaient le foyer si nécessaire. Leur journée de travail commençait généralement avant l'aube et se terminait bien après la nuit, avec peu, voire aucun jour de repos. Une femme de la frontière pouvait avoir besoin de labourer les champs le matin, aider à accoucher le bébé d'une voisine à midi, repousser les prédateurs menaçant le bétail l'après-midi, et encore préparer les repas et s'occuper de ses propres enfants tout au long de la journée. Beaucoup de femmes devenaient veuves jeunes en raison de la nature dangereuse de la vie à la frontière et devaient gérer des fermes ou des entreprises seules tout en élevant des enfants. Malgré leurs contributions essentielles, les femmes avaient peu de droits légaux. Dans la plupart des territoires et des États, elles ne pouvaient pas voter, posséder des biens de manière indépendante si elles étaient mariées, ni avoir la garde de leurs enfants en cas de divorce. La violence domestique était considérée comme une affaire privée, avec peu de recours légal disponible pour les victimes. Pour les femmes célibataires, les options étaient sévèrement limitées. Enseigner était l'une des rares professions respectables, bien que les enseignantes soient payées beaucoup moins que leurs homologues masculins et devaient souvent démissionner après leur mariage. Certaines femmes trouvaient une indépendance économique en gérant des pensions, en travaillant comme infirmières, ou en établissant des entreprises de modisterie ou de confection. Puis il y avait les colombes souillées et les prostituées qui travaillaient dans les bordels et les saloons de la frontière. Bien que la mythologie ultérieure ait romantisé ces femmes, la réalité était généralement sombre. Beaucoup entraient dans la profession par désespoir économique après avoir été veuves ou abandonnées. Les abus physiques, la dépendance aux drogues et les maladies vénériennes étaient des dangers courants de ce travail. Même celles qui parvenaient à gagner beaucoup d'argent se retrouvaient socialement ostracisées et incapables de passer à des positions plus respectables. Certaines femmes trouvaient cependant plus de liberté à la frontière qu'à l'Est. La pénurie de femmes dans les territoires de l'Ouest leur donnait plus d'options de mariage et parfois un meilleur traitement, car les communautés rivalisaient pour attirer et retenir les résidentes féminines. Quelques territoires, comme le Wyoming et l'Utah, ont accordé le droit de vote aux femmes des décennies avant le 19e amendement, reconnaissant leurs contributions essentielles au développement de la frontière. À mesure que la journée avance et que vous continuez à voyager, vous pourriez vous interroger sur les forces de l'ordre dans cette terre soi-disant sans loi. La réalité était complexe et variait grandement selon les lieux. Les grandes villes et les bourgs avaient généralement une forme d'application de la loi organisée, mais les vastes zones rurales avaient un minimum, voire aucune protection officielle. Les shérifs de comté étaient des fonctionnaires élus responsables du maintien de l'ordre sur des territoires parfois énormes. Un seul shérif pouvait être la seule force de l'ordre pour des milliers de kilomètres carrés, rendant les patrouilles régulières impossibles. Il dépendait fortement de la délégation de citoyens ordinaires pendant les urgences, formant des postes pour poursuivre les criminels ou répondre à la violence. Les marshals de ville géraient l'application de la loi dans les limites de la ville, parfois avec quelques adjoints dans les colonies plus grandes. Ces postes étaient souvent dangereux et mal payés, attirant un mélange de fonctionnaires dévoués et de ceux qui appréciaient le pouvoir que le badge conférait. Certains hommes de loi célèbres, comme Wyatt Earp, passaient entre l'application légitime de la loi et des entreprises plus douteuses tout au long de leur carrière.
Les marshals fédéraux avaient une juridiction sur l'ensemble des territoires et des États mais étaient peu nombreux. Ils se concentraient généralement sur les crimes majeurs comme la contrefaçon, le vol de courrier ou les infractions impliquant plusieurs juridictions. Les marshals américains légendaires des films westerns ramenant la loi dans des villes sans loi à eux seuls ou étaient largement des créations fictives. Dans de nombreuses zones reculées, la justice était gérée par des actions communautaires informelles plutôt que par des processus légaux officiels. Des groupes de justiciers se formaient pour répondre aux menaces perçues lorsque l'application formelle de la loi était absente ou inefficace. Parfois, ces groupes maintenaient un ordre de base, mais ils pouvaient facilement devenir des véhicules pour les préjugés, les vendettas personnels ou la violence de foule. L'image emblématique du duel au tir rapide était en grande partie une invention ultérieure. La plupart des violences à la frontière étaient banales, impulsives, et souvent alimentées par l'alcool. Les bagarres de bar qui dégénéraient à des niveaux mortels, la violence domestique, et les différends sur la terre ou le bétail étaient bien plus courants que les fusillades dramatiques dans les rues poussiéreuses. La punition criminelle était dure selon les normes modernes. La pendaison était la peine standard pour le meurtre, le viol, et parfois le vol, en particulier de chevaux ou de bétail. Les prisons existaient mais étaient des installations primitives avec des taux de mortalité élevés dus aux maladies, à la violence et aux mauvaises conditions. De nombreuses communautés préféraient l'exécution immédiate aux frais de l'emprisonnement à long terme. Alors que le soir approche, vous décidez de chercher un abri pour la nuit. Si vous avez de la chance, vous pourriez trouver une ville avec un hôtel ou une pension. Ne vous attendez pas au luxe. Les logements à la frontière étaient au mieux basiques. Une chambre d'hôtel typique aurait un lit simple, peut-être infesté de punaises, une table de toilette avec une cruche et un bassin, et peut-être une chaise. Les commodités de salle de bain seraient une latrine à l'arrière, partagée par tous les invités. L'intimité était minimale, avec des murs fins permettant d'entendre chaque mouvement et conversation de vos voisins. Dans les établissements plus animés, vous pourriez même partager un lit avec un étranger ou une pratique courante pour maximiser la capacité pendant les périodes chargées. Les draps n'étaient peut-être pas changés pour les invités précédents, et l'éclairage se limitait à des bougies ou des lampes à huile. Une nuitée coûterait entre 25 cents et $1, selon la qualité et l'emplacement de l'établissement. Cela représentait une dépense significative pour de nombreux voyageurs, équivalent à plusieurs heures de salaire pour un travailleur moyen. Beaucoup choisissaient de dormir dans des écuries, des granges, ou simplement à la Belle Étoile pour économiser de l'argent, malgré les risques supplémentaires que ces options présentaient. Si vous voyagiez dans des zones plus reculées, vous camperiez probablement pour la nuit. Cela signifiait construire un feu, en supposant que vous puissiez trouver assez de combustible, préparer un repas à partir de vos provisions limitées, et dormir à même le sol avec une protection minimale contre les éléments ou la faune. Les peuples indigènes, les voyageurs expérimentés et les éclaireurs militaires avaient des techniques sophistiquées pour camper en toute sécurité. Mais le colon moyen faisait souvent des erreurs dangereuses. Une bonne gestion du feu était littéralement une question de vie ou de mort. Un feu trop grand pouvait déclencher un incendie de prairie ou de forêt qui pouvait consumer des milliers d'acres en quelques heures. Un feu trop petit pourrait ne pas fournir assez de chaleur pendant les nuits froides, menant à l'hypothermie. La cuisine au feu de camp nécessitait des compétences que la plupart des gens modernes n'ont pas, entraînant souvent des repas à la fois brûlés et crus. Alors que la nuit tombe complètement et que vous vous préparez à dormir, les sons de l'obscurité de la frontière vous enveloppent. Les coyotes hurlent au loin. Des oiseaux inconnus chantent. Le vent murmure à travers l'herbe ou les arbres. Pour les gens habitués à la pollution lumineuse et sonore moderne, l'obscurité profonde et les sons étranges des nuits sauvages déclenchaient souvent une anxiété intense. De nombreux voyageurs dormaient mal à la frontière, non seulement à cause de l'inconfort physique mais aussi de la peur des dangers inconnus qui pourraient se tapir dans l'obscurité. Les attaques indigènes, bien que rares, se produisaient souvent à l'aube lorsque les dormeurs étaient les plus vulnérables. Les prédateurs comme les loups, les ours et les pumas pouvaient explorer les camps, à la recherche de nourriture. Les serpents venimeux et les scorpions cherchaient des endroits chauds pour se reposer, parfois y compris le sac de couchage d'un dormeur. Même si aucune menace réelle ne se matérialisait, le stress psychologique de la vigilance constante prenait son tribut. Les journaux de la frontière mentionnent fréquemment l'épuisement, non seulement dû au travail physique mais aussi à la tension mentale de l'alerte perpétuelle. Les gens modernes, habitués aux serrures, aux alarmes et à la sécurité des populations denses, trouveraient la vulnérabilité des arrangements de sommeil à la frontière profondément perturbante. En vous endormant, vous réfléchissez au voyage de la journée. Voyager dans le Far West n'a presque aucune ressemblance avec sa représentation romantisée et aseptisée dans les divertissements ultérieurs.
C'était épuisant, dangereux, et inconfortable au-delà de ce que la plupart des gens modernes pourraient endurer. Les compétences requises de la navigation sans carte aux réparations d'urgence en passant par la manipulation sécurisée des armes à feu prenaient des années à développer, et les erreurs étaient souvent fatales. L'obscurité s'épaissit, et les sons des créatures nocturnes deviennent plus forts. Demain apportera de nouveaux défis. Si vous survivez à la nuit, peut-être atteindrez-vous votre destination. Ou peut-être deviendrez-vous juste une autre tombe sans nom le long du sentier, une statistique de plus dans l'histoire périlleuse de l'expansion vers l'ouest. Le Far West ne pardonnait aucune faiblesse et n'offrait aucune seconde chance. Chaque jour survécu était une victoire contre des obstacles écrasantes. Un nouveau jour se lève sur la frontière, et vous avez réussi à survivre à la nuit, une victoire en soi dans le Far West. En frottant le sommeil de vos yeux et en étirant vos muscles endoloris, vous envisagez la direction que pourrait prendre votre expérience à la frontière. Aujourd'hui, peut-être tenterez-vous votre chance dans l'une des villes minières en plein essor, où les fortunes sont censées se faire du jour au lendemain. Vous avez entendu des histoires de la ruée vers l'or en Californie, des frappes d'argent au Nevada, et des booms miniers au Colorado, ou des récits d'hommes ordinaires trouvant des pépites de la taille d'œufs de poule et devenant riches en une nuit ont attiré des centaines de milliers de personnes vers l'ouest. Ce que ces histoires ne mentionnent pas, ce sont les dures réalités qui attendent ceux qui poursuivent des rêves de minerais. Disons que vous décidez de tenter votre chance dans l'extraction minière. Qu'est-ce que cela impliquerait réellement? D'abord, vous devriez jalonner une revendication, ce qui signifie trouver un terrain non revendiqué avec des dépôts minéraux potentiels de plus en plus difficiles dans les années 1870, car les zones les plus faciles et les plus riches avaient été revendiquées des années plus tôt. Si vous aviez la chance de trouver un endroit prometteur, vous devriez enregistrer votre revendication auprès du bureau gouvernemental le plus proche et payer les frais requis, qui pouvaient être substantiels. Ensuite, le vrai travail commencerait, et c'était l'un des travaux les plus physiquement exigeants imaginables. Pour l'extraction de placers, la recherche d'or en vrac dans les ruisseaux, où vous passeriez des heures penchés dans une eau glaciale de montagne, tamisant les sédiments avec une poêle ou une boîte à écluse. Vos mains se fissureraient et saigneraient à cause de l'exposition constante à l'eau et aux matériaux rugueux. Votre dos vous ferait mal à cause de la position courbée. Et après tous ces efforts, vous seriez chanceux de trouver quelques minuscules paillettes d'or valant quelques centimes. Si vous vous aventuriez dans l'extraction en roche dure creusée pour des veines de minerais dans les montagnes, les dangers se multipliaient de façon exponentielle. Creuser dans une roche instable sans équipement de sécurité moderne ni connaissance en ingénierie entraînait des effondrements fréquents qui écrasaient les mineurs sur place. Les puits mal ventilés se remplissaient de gaz toxiques comme le monoxyde de carbone, inodore mais mortel, asphyxiant les mineurs sans avertissement. Faire exploser avec de la poudre noire ou de la dynamite pour briser la roche était extrêmement dangereux. Les mineurs perdaient fréquemment des doigts, des mains, des yeux, ou leur vie lorsque les charges détonaient prématurément ou que des fragments de roche projetés devenaient des projectiles mortels. Le bruit assourdissant et la percussion constante des explosions laissaient beaucoup avec une perte auditive permanente. Même si vous évitiez les catastrophes immédiates, les effets à long terme sur la santé étaient dévastateurs. Les mineurs inhalaient constamment de la poussière fine de roche, entraînant la silicose, une maladie pulmonaire douloureuse qui étouffait lentement ses victimes. Le mercure, utilisé dans le traitement de l'or, causait des dommages neurologiques, des tremblements et une détérioration mentale. Ceux qui travaillaient dans les mines de cuivre ou de plomb absorbaient des métaux toxiques qui s'accumulaient dans leur corps, causant des maladies chroniques et une mort prématurée. L'industrie minière des années 1870 n'avait pratiquement aucune réglementation ou surveillance de sécurité. Les propriétaires de mines privilégiaient le profit au bien-être des travailleurs, et les blessures étaient considérées comme une partie attendue du travail. Les soins médicaux pour les mineurs blessés étaient minimes et souvent inefficaces. Une blessure grave signifiait généralement la fin de la carrière et des moyens de subsistance d'un mineur, sans soutien pour invalidité ni compensation des travailleurs disponibles. Pour tous ces risques et épreuves, quelle était la récompense probable? Malgré la mythologie du prospecteur chanceux, la grande majorité des mineurs gagnaient à peine des salaires de subsistance. Dans les années 1870, la plupart travaillaient pour de grandes compagnies minières plutôt qu'indépendamment, gagnant 2 à 3 dollars pour une journée épuisante de 10 à 12 heures. Des études suggèrent que les commerçants, les propriétaires de saloons et les prostituées gagnaient constamment plus d'argent que les mineurs dont les rêves soutenaient les villes minières de la frontière. En parlant de villes minières, elles étaient notoirement des endroits rudes. Imaginez une communauté composée principalement de jeunes hommes célibataires engagés dans un travail dangereux, avec peu de femmes, de familles ou d'institutions civilisatrices. La consommation d'alcool était astronomique.
Le résident moyen d'un camp minier consommait plusieurs fois plus d'alcool que l'Américain moyen aujourd'hui. La violence était courante, avec des bagarres, des coups de couteau et des fusillades survenant régulièrement. L'assainissement dans les camps miniers était généralement abominable, avec une planification ou une infrastructure minimale. Les déchets humains et les ordures s'accumulaient dans les rues et les cours d'eau. La typhoïde, le choléra et la dysenterie se propageaient rapidement dans ces conditions. Pendant les mois chauds, la puanteur pouvait être accablante, et des essaims de mouches propageaient les maladies des déchets à la nourriture. Si vous parveniez à trouver du minerai précieux, vous faisiez face au défi de le convertir en argent liquide. Les services bancaires dans le Far West étaient primitifs et souvent prédateurs. De nombreuses villes minières n'avaient pas de banque du tout, obligeant les mineurs à transporter de la poussière d'or ou du minerai, ce qui les rendait des cibles pour le vol. Certains saloons et magasins généraux proposaient d'acheter de l'or, mais souvent à des taux bien inférieurs à la valeur réelle, profitant des options limitées des mineurs. Là où des banques existaient, elles opéraient avec une réglementation ou une surveillance minimale. Les faillites bancaires étaient courantes, effaçant souvent les économies de toute une vie des clients sans avertissement ni recours. De nombreux banquiers n'étaient rien d'autre que des escrocs qui établissaient des vitrines, collectaient des dépôts, et disparaissaient du jour au lendemain avec tous les fonds. Sans monnaie soutenue par le gouvernement fédéral, le papier-monnaie était émis par des banques individuelles, et sa valeur fluctuait énormément selon la réputation de la banque. Les billets contrefaits circulaient largement, et même les marchands expérimentés pouvaient être trompés par des faux bienfaits. La forme la plus sûre d'argent était les pièces d'or ou d'argent, mais les transporter faisait de vous une cible pour le vol. Après avoir considéré les dangers et les déceptions de l'extraction minière, vous décidez peut-être de tenter votre chance dans l'élevage à la place. L'industrie du bétail était en plein essor dans les années 1870, avec une demande de bœuf dans les villes de l'Est créant des opportunités à la frontière. Cela serait certainement une entreprise plus saine et plus rentable. L'élevage évitait effectivement certains des pires dangers pour la santé de l'extraction minière, mais il introduisait ses propres dangers et épreuves uniques. Démarrer un ranch nécessitait un capital important. La terre, le bétail, l'équipement et les bâtiments représentaient tous des investissements majeurs. De nombreux aspirants ranchers s'endettaient lourdement pour acheter ces nécessités, pariant leur avenir sur des conditions météorologiques et de marché favorables. La nature avait souvent d'autres plans. Les sécheresses pouvaient flétrir les terres de pâturage et assécher les sources d'eau cruciales, obligeant les ranchers à regarder leur bétail mourir de faim ou à vendre à des pertes dévastatrices. Les hivers rigoureux pouvaient tuer des troupeaux entiers, comme lors du célèbre Grand Diop de 1886 à 1887, lorsque jusqu'à 90% du bétail des régions du Nord a gelé ou est mort de faim pendant un temps exceptionnellement rigoureux. Les maladies pouvaient balayer les troupeaux, anéantissant l'investissement d'un rancher du jour au lendemain. La fièvre du Texas, l'anthrax et d'autres maladies infectieuses n'avaient pas de traitements efficaces dans les années 1870. Les prédateurs comme les loups et les cougars prélevaient un tribut constant sur le bétail, en particulier les veaux vulnérables. Les plantes toxiques, les sables mouvants et les blessures réduisaient encore les troupeaux. Les emblématiques conduites de bétail déplaçaient des troupeaux sur des centaines de kilomètres vers les points d'expédition ferroviaire n'étaient pas des aventures romantiques mais des entreprises épuisantes et dangereuses. Les cow-boys opaques les figures glamour des films ultérieurs mais généralement des jeunes travailleurs mal payés travaillaient 20 heures par jour pendant les conduites, attrapant de brèves siestes en selle alors qu'ils déplaçaient des milliers d'animaux à travers un terrain difficile. Ces conduites faisaient face à des menaces constantes. Les traversées de rivières pouvaient devenir mortelles en quelques minutes si les animaux paniquaient, créant des embouteillages mortels qui noyaient le bétail et les cow-boys. Les stampèdes, qui pouvaient être déclenchées par quelque chose d'aussi simple qu'un éclair ou une brindille qui se casse, transformaient des milliers d'animaux de 680 kg en une force destructive imparable. Les cow-boys pris dans les stampèdes étaient souvent piétinés à mort. La vie du cow-boy était loin de la liberté dépeinte dans la mythologie western. Il gagnait généralement environ $30 par mois pour un travail épuisant et dangereux. La plupart étaient de très jeunes hommes, souvent des adolescents, issus de milieux pauvres avec peu d'autres options. Un pourcentage important était noir, mexicain ou métis, confrontés à une discrimination qui limitait leurs opportunités ailleurs. Leur régime alimentaire sur le sentier consistait principalement en haricots, porc salé et biscuits, avec un minimum de nourriture fraîche. Les soins médicaux étaient limités à ce que le cuisinier du sentier pouvait savoir sur les remèdes populaires. Les blessures, courantes dans un travail aussi dangereux, restaient souvent non traitées jusqu'à ce qu'elles deviennent mortelles. De nombreux cow-boys mouraient jeunes de blessures, d'exposition ou de violence. Peut-être que l'élevage ne vous attire pas après tout.
Et l'agriculture? Sûrement, cultiver de la nourriture, l'activité humaine la plus fondamentale, offrirait un mode de vie plus stable et moins dangereux à la frontière. La loi sur les homesteads de 1862 avait ouvert de vastes zones de l'Ouest à la colonisation, offrant 65 hectares gratuits à quiconque vivrait sur la terre et l'améliorerait pendant 5 ans. Cela semblait être une opportunité incroyable, une chance pour les gens avec peu d'argent de devenir propriétaires terriens et de construire des moyens de subsistance indépendants. La réalité s'est révélée bien plus difficile que la promesse. D'abord, 65 hectares peuvent sembler substantiels, mais dans les régions arides qui composaient une grande partie des terres disponibles, cela était souvent insuffisant pour soutenir une famille. Les méthodes agricoles traditionnelles de l'Est échouaient dans ces environnements, où les précipitations étaient une fraction de ce à quoi les pionniers étaient habitués. De nombreux colons n'avaient aucune connaissance des techniques d'agriculture sèche nécessaires pour réussir dans ces régions. Démarrer une ferme à la frontière nécessitait un travail physique énorme. La première tâche était de construire un abri, généralement une maison en tourbe sur les plaines sans arbres, construite en coupant et empilant du gazon dense de prairies. Ces sodilles étaient des habitations sombres et humides qui fuyaient quand il pleuvait, abritaient des insectes et des serpents, et s'effritaient sans entretien constant. Ensuite venait le travail éreintant de labourer la terre pour la plantation. Le gazon de prairie, maintenu par des racines d'herbes denses qui s'étaient développées sur des siècles, était extraordinairement difficile à labourer avec l'équipement disponible pour la plupart des colons. Cela pouvait prendre 1 an ou plus juste pour préparer quelques hectares à la plantation. Le travail était si physiquement exigeant qu'il endommageait de manière permanente le corps de nombreux agriculteurs. Une fois les cultures plantées, les agriculteurs faisaient face à des menaces de toutes parts. La sécheresse pouvait flétrir les plantes avant la récolte. Les pluies torrentielles pouvaient emporter les semis ou inonder les champs. Les gelées précoces pouvaient tuer les cultures juste avant la récolte. Les sauterelles descendaient en essaims bibliques, consommant tout ce qui était vert sur leur chemin et parfois même mangeant les manches des outils laissés dans les champs. Les maladies affectaient les agriculteurs de la frontière comme tout le monde, mais avec des conséquences particulièrement dévastatrices. Sans aide embauchée ni soutien communautaire important, une maladie familiale pendant les périodes cruciales de plantation ou de récolte pouvait faire la différence entre la survie et la famine. Les femmes continuaient souvent à travailler dans les champs alors qu'elles étaient enceintes ou juste quelques jours après l'accouchement, risquant leur santé car le travail ne pouvait tout simplement pas attendre. Les accidents agricoles étaient courants et souvent mortels. Les outils faits maison se cassaient et causaient des blessures. Les animaux paniquaient et piétinaient leurs manipulateurs. Même les récoltes réussies pouvaient devenir mortelles. De nombreux agriculteurs mouraient lorsqu'ils tombaient dans des silos à grains et s'étouffaient dans le grain meuble ou lorsque des bâtiments de stockage mal construits s'effondraient sous le poids de leur contenu. L'isolement des fermes de la frontière prenait un lourd tribut psychologique. Les voisins pouvaient être à des kilomètres, visités seulement occasionnellement. Les femmes, en particulier, souffraient de cet isolement, certaines passant des mois sans parler à personne en dehors de leur famille immédiate. La dépression, l'anxiété et ce qu'on appelait alors la folie des prairies affectaient de nombreux colons, parfois menant à l'abandon des homesteads ou au suicide. Pour ceux qui persévéraient à travers ces défis et produisaient réellement des cultures, des obstacles économiques demeuraient. Le transport vers les marchés était difficile et coûteux. Sans réfrigération, les produits périssables devaient être vendus rapidement ou conservés. Les grandes corporations agricoles et les compagnies de chemin de fer utilisaient leur influence pour maintenir les prix des cultures bas et les coûts de transport élevés, écrasant les agriculteurs indépendants des deux côtés. Dans les années 1870, une autre option émergeait à la frontière, travailler pour un salaire dans les villes et industries en croissance. Peut-être cela offrait-il un chemin plus sûr et plus stable que les entreprises à haut risque comme l'extraction minière, l'élevage ou l'agriculture. Le travail salarié évitait effectivement certains des pires dangers physiques et risques financiers des entreprises indépendantes, mais il introduisait ses propres épreuves. Les normes de sécurité industrielle étaient pratiquement inexistantes. Les travailleurs dans les usines, les moulins et les ateliers de la frontière subissaient des blessures horribles dues à des machines non protégées. Les ouvriers du bâtiment construisaient des structures de plus en plus hautes sans harnais ni équipement de sécurité, entraînant des chutes mortelles fréquentes. Le travail ferroviaire était particulièrement dangereux. Les poseurs de voies travaillaient avec un équipement minimal dans des conditions brutales, subissant des taux élevés de blessures et de morts par accident, coups de chaleur et épuisement. Les travailleurs chinois qui ont construit une grande partie du chemin de fer transcontinental étaient souvent assignés aux tâches les plus dangereuses, comme manipuler des explosifs instables pour percer des passages à travers les montagnes. Les heures de travail étaient longues selon les normes modernes, généralement 10 à 12 heures par jour, 6 jours par semaine.
Les salaires étaient bas, la plupart des travailleurs gagnant à peine des salaires de subsistance. Le travail des enfants était courant, avec des enfants aussi jeunes que 8 ou 9 ans travaillant aux côtés des adultes dans de nombreuses industries, souvent subissant des taux de blessures plus élevés en raison de leur taille et de leur inexpérience. Les travailleurs n'avaient pratiquement aucune protection légale. Les employeurs pouvaient licencier sans motif, réduire les salaires arbitrairement, ou retenir les salaires entièrement. Ceux qui se plaignaient ou tentaient de s'organiser pour de meilleures conditions faisaient face à la mise sur liste noire ou être marqués comme fauteurs de troubles que aucun autre employeur de la région n'embaucherait. Les villes d'entreprises des colonies où un seul employeur possédait tous les logements et entreprises étaient courantes dans les régions minières et forestières. Les travailleurs dans ces communautés payaient des prix gonflés dans les magasins de l'entreprise, vivaient dans des logements de l'entreprise, et étaient parfois payés en monnaie d'entreprise plutôt qu'en monnaie légale. Cela créait une forme de servitude par endettement où les travailleurs ne pouvaient jamais économiser assez pour échapper au système. Que vous soyez mineur, rancher, agriculteur ou travailleur salarié, la vie à la frontière façonnait vos expériences de manière que les gens modernes trouveraient désorientantes. Peut-être ce qui était le plus frappant était la relation avec le temps, pas les minutes et heures soigneusement mesurées de notre ère numérique, mais une réalité plus fluide régie par la lumière du jour, les saisons et les rythmes naturels. Sans éclairage électrique, la plupart des gens se réveillaient à l'aube et dormaient peu après le coucher du soleil, leurs heures actives s'élargissant et se contractant avec les saisons. Le travail n'était pas mesuré en quarts de 8 heures mais par des tâches qui devaient être accomplies champs labourés, bétail déplacé, ou minerais extraits. Pendant la récolte ou le rassemblement, les gens pouvaient travailler du premier jour jusqu'à bien après la nuit pendant des semaines sans pause. Pendant l'hiver, de nombreux travailleurs ruraux avaient des périodes d'inactivité relative lorsque les champs étaient en dormance ou que le bétail nécessitait un minimum d'entretien. Le concept de ponctualité, si central dans la vie moderne, avait une pertinence limitée à la frontière. Avec peu d'horloges et un besoin limité de chronométrage précis dans la plupart des activités, les gens opéraient sur des horaires approximatifs. Les diligences et plus tard les trains ont introduit des horaires plus précis dans l'Ouest, mais en dehors de ces contextes spécifiques, matin ou après le dîner étaient des désignations de temps suffisamment précises pour la plupart des besoins. Le divertissement et les loisirs n'avaient rien à voir avec leurs homologues modernes. Après des journées de travail épuisantes, la plupart des gens de la frontière avaient peu d'énergie pour des activités complexes. Les conversations autour du feu, les récits d'histoires, ou les jeux de cartes simples étaient des passe-temps du soir courant. La musique était populaire lorsque des instruments et des joueurs compétents étaient disponibles, avec des violons, des harmonicas et des guitares accompagnant les danses sociales. Le matériel de lecture était précieux et souvent partagé parmi des communautés entières. Un seul livre pouvait être lu à haute voix lors de rassemblements de voisins ou passer de famille en famille jusqu'à ce qu'il tombe en morceaux d'usure. Les journaux, lorsqu'ils étaient disponibles, étaient lus à plusieurs reprises, chaque annonce et avis scruté pour des informations sur le monde extérieur. Les sports organisés existaient mais sous des formes plus simples qu'aujourd'hui. Le baseball gagnait en popularité, joué avec un équipement minimal sur des terrains improvisés. Les courses de chevaux, la lutte et les compétitions de tir offraient à la fois du divertissement et des opportunités de démontrer des compétences précieuses. Les enfants jouaient à des jeux nécessitant peu ou pas d'équipement en chat, cache-cache, et des variations de stickball qui pouvaient être jouées avec des objets trouvés. Les fêtes et célébrations communautaires prenaient une grande importance en tant qu'occasion rare de socialisation et de récréation. Les célébrations du 4 juillet pouvaient attirer des gens de kilomètres à la ronde pour des pique-niques, des discours, des jeux et des danses. Les festivals de récolte marquaient l'achèvement réussi du travail le plus critique de l'année. Les fêtes religieuses offraient à la fois une signification spirituelle et des pauses bienvenues dans la routine. Alors que la journée touche à sa fin, vous vous retrouvez à réfléchir aux défis incessants de la vie à la frontière. Chaque aspect nécessitait un travail plus dur, impliquait un risque plus grand, et offrait moins de confort que son équivalent moderne. Les gens qui survivaient et parfois prospéraient dans ces conditions possédaient des qualités que la société moderne exige rarement, une endurance physique extraordinaire, des compétences pratiques applicables à d'innombrables urgences, et une résilience psychologique face à des épreuves et des pertes constantes. L'obscurité s'installe à nouveau, et avec elle vient un silence assez profond pour entendre votre propre battement de cœur. Pas de moteur de voiture, pas de climatiseur, pas de bourdonnements électroniques, juste le murmure du vent, le chœur des insectes, et l'appel occasionnel des oiseaux nocturnes. Ce silence profond, si étrange pour les oreilles modernes, était la bande-son des nuits à la frontière, parfois réconfortant, parfois troublant dans son vide. En vous endormant, vous vous demandez si vous auriez eu ce qu'il fallait pour survivre ici, pas seulement pour un jour ou une semaine, mais pour des années et des décennies.
Les gens qui ont façonné l'Ouest américain, pour le meilleur et pour le pire, n'étaient pas les héros idéalisés de la fiction ultérieure mais des individus complexes confrontés à des défis extraordinaires avec les ressources limitées et les connaissances de leur époque. Leur histoire, dépouillée de romantisme, est celle de l'endurance humaine contre des conditions qui briseraient beaucoup d'entre nous aujourd'hui. L'air frais de la nuit s'installe autour de vous comme une couverture, et les étoiles émergent dans un éclat de brillance impossible à voir dans notre monde moderne pollué par la lumière. Cela, au moins, est une beauté pure que les gens de la frontière ont vécue et que peu d'aujourd'hui peuvent pleinement apprécier, le majestueux balayage de la Voie lactée à travers un ciel véritablement sombre, les connectant au même panorama cosmique que leurs ancêtres avaient observé pendant d'innombrables générations. Le matin arrive à nouveau dans le Far West, et avec lui vient la faim, une compagne constante à la frontière. La nourriture dans l'Ouest des années 1870 n'avait que peu de ressemblance avec le régime varié et pratique auquel vous êtes habitués dans le monde moderne. Explorons ce que se nourrir impliquerait réellement dans cet environnement hostile. La bonne nouvelle est que le gibier était encore relativement abondant dans de nombreuses régions. Les cerfs, les élans, les lapins et divers oiseaux pouvaient compléter votre alimentation si vous aviez les compétences pour les chasser. La mauvaise nouvelle, chasser nécessitait des munitions, qui étaient coûteuses et pourraient être nécessaires pour la protection. Cela demandait aussi du temps loin d'autres travaux essentiels, en faisant un luxe que de nombreux colons ne pouvaient se permettre pendant les saisons chargées. La plupart des familles de la frontière dépendaient fortement des aliments qu'ils pouvaient cultiver, conserver ou acheter en vrac. Les aliments de base du régime de la frontière étaient les haricots, le maïs et le porc dense en calories mais monotone et nutritionnellement incomplet. Les fruits et légumes frais n'étaient disponibles qu'en saison, quelques mois au plus, et les régimes d'hiver ne contenaient souvent aucun produit frais. Ce manque de variété alimentaire entraînait des carences nutritionnelles généralisées. Le scorbut, causé par une carence en vitamine C, était courant pendant l'hiver et le début du printemps lorsqu'aucun produit frais n'était disponible. Les symptômes gencives qui saignent, dents qui se déchaussent, douleurs articulaires, et éventuellement la mort étaient bien connus mais difficiles à prévenir avec les ressources disponibles. D'autres maladies de carence affectaient la croissance des enfants et causaient divers problèmes de santé chroniques chez les adultes. La conservation des aliments était un défi constant et une compétence de survie cruciale. Sans réfrigération, la viande devait être consommée rapidement ou conservée par fumage, salage ou séchage. Ces méthodes empêchaient la croissance bactérienne mais changeaient radicalement les saveurs et les textures tout en réduisant la valeur nutritionnelle. La forte teneur en sel des aliments conservés contribuait à l'hypertension et à d'autres problèmes de santé. Les femmes passaient énormément de temps à conserver les aliments lorsqu'ils étaient abondants pour une utilisation pendant les périodes de pénurie. Les légumes étaient marinés dans du vinaigre ou fermentés. Les fruits étaient séchés ou conservés avec du sucre, si disponible. Les légumes racines pouvaient être stockés dans des caves à légumes ou des espaces souterrains qui maintenaient des températures fraîches. Ces efforts de conservation n'étaient pas des activités optionnelles mais un travail de survie essentiel qui pouvait déterminer si une famille mangerait pendant l'hiver. Le stockage des aliments présentait ses propres problèmes. Les aliments correctement préparés pouvaient durer des mois, voire des années, mais des techniques inappropriées entraînaient la détérioration et potentiellement un empoisonnement alimentaire mortel. De plus, les aliments stockés attiraient les nuisibles. Les rats, les souris et les insectes consommaient des portions de la plupart des réserves alimentaires, et leurs excréments contaminaient ce qui restait. La plupart des familles de la frontière acceptaient simplement une certaine quantité de parties d'insectes et de crottes de rongeurs dans leur farine, leurs haricots et autres aliments de base comme inévitables. La cuisine elle-même était bien plus laborieuse que les gens modernes ne peuvent facilement le comprendre. Les repas étaient préparés sur des foyers ouverts ou des poêles à bois qui nécessitaient une attention constante et du combustible. Dans les régions de prairies où le bois était rare, les femmes et les enfants pouvaient passer des heures à ramasser des bousses de bison séchées ou de l'herbe torsadée pour brûler comme combustible de cuisson. L'eau devait être transportée depuis des puits ou des ruisseaux, souvent des centaines de kilos par jour pour cuisiner, nettoyer et boire. Même avec ces efforts, les repas manquaient de la variété et des profils de saveurs que les gens modernes attendent. Les épices étaient des luxes coûteux, utilisés avec parcimonie, voire pas du tout. Le sucre et le café étaient des articles précieux, souvent conservés pour des occasions spéciales. Le lait frais n'était disponible que si une famille gardait une vache, et seulement pendant une partie de l'année lorsque la vache produisait. La plupart des enfants de la frontière grandissaient avec des régimes simples et répétitifs qui horrifieraient les nutritionnistes modernes. Fait intéressant, malgré ces limitations, l'obésité était rare à la frontière. La combinaison de provisions alimentaires limitées, d'une consommation minimale de sucre et d'un travail physique constant gardait la plupart des gens minces.
Cependant, cette minceur n'était pas nécessairement saine. Beaucoup de gens de la frontière souffraient de malnutrition, même lorsqu'ils avaient suffisamment de calories pour soutenir leur travail. Au-delà des besoins de survie de base comme la nourriture, la vie à la frontière présentait des défis uniques pour les familles élevant des enfants. Si vous étiez né dans le Far West plutôt que de simplement le visiter, votre enfance aurait été radicalement différente des expériences modernes. L'enfance elle-même était conçue différemment au XIXe siècle. Les enfants aussi jeunes que 6 ou 7 ans étaient attendus pour contribuer un travail significatif à la survie de la famille, pas comme des corvées éducatives mais comme des contributions économiques essentielles. Les jeunes enfants surveillaient le bétail, ramassaient les œufs, cueillaient les légumes, surveillaient les jeunes frères et sœurs, et aidaient à d'innombrables autres tâches qui libéraient les adultes pour un travail plus lourd. À 10 ou 12 ans, la plupart des enfants de la frontière travaillaient aux côtés des adultes à une capacité presque adulte. Les garçons suivaient les pères dans les champs, les granges ou les ateliers, apprenant des compétences par une participation directe plutôt que par un enseignement formel. Les filles travaillaient avec les mères, apprenant les compétences domestiques complexes nécessaires pour la gestion d'un foyer à la frontière, pas un simple ménage, mais la production de biens essentiels comme les vêtements, les aliments conservés, les bougies et le savon. Cette maturité précoce s'étendait à d'autres domaines de la vie. Les enfants n'étaient pas protégés des dures réalités autour d'eux. Ils assistaient aux naissances, aux morts, à l'abattage des animaux, et aux conflits parfois violents des communautés de la frontière. On attendait d'eux qu'ils comprennent et s'adaptent à ces réalités plutôt que d'en être protégés. L'éducation, telle que les gens modernes la comprennent, était limitée et inconstante à la frontière. Dans les villes établies, les écoles pouvaient fonctionner quelques mois par an, généralement pendant l'hiver lorsque le travail agricole était minimal. Un seul enseignant, souvent à peine éduqué lui-même, pouvait être responsable d'élèves allant de 5 à 17 ans, tous étudiant dans une seule pièce. Les conditions physiques dans ces écoles étaient difficiles. Les bâtiments étaient mal isolés, entraînant des conditions glaciales en hiver et une chaleur étouffante pendant les mois plus chauds. Les fournitures étaient minimes, peut-être quelques manuels partagés, des ardoises pour écrire qui devaient être constamment effacées et réutilisées, et un minimum de papier qui était traité comme une ressource précieuse. La punition corporelle était l'approche disciplinaire standard, avec des coups de fouet ou des raclées administrées pour des infractions aussi mineures que chuchoter ou ne pas mémoriser le matériel assigné. Dans les zones plus reculées, l'éducation formelle pouvait ne pas exister du tout. Certaines familles conduisaient une éducation à domicile en utilisant les livres disponibles, mais de nombreux enfants de la frontière ne recevaient que les compétences de base en lecture et en calcul, si cela. Leur éducation se concentrait plutôt sur des connaissances pratiques: comment prévoir le temps, suivre les animaux, préparer le sol pour la plantation, traiter les blessures courantes, et effectuer les innombrables autres tâches essentielles pour la survie. La mortalité infantile restait terriblement élevée tout au long de la période de la frontière. Environ un enfant sur 4 mourait avant d'atteindre l'âge adulte, avec le risque le plus élevé au cours des 5 premières années de vie. Les maladies que la médecine moderne prévient ou traite facilement en rougeole, diphtérie, scarlatine, coqueluche ou tuaient ou handicapaient régulièrement les jeunes enfants. Les accidents faisaient beaucoup d'autres victimes, car la sécurité des enfants était un concept étranger à une époque où la survie exigeait de prendre des risques. L'impact psychologique de cette mortalité sur les enfants et les parents est difficile à comprendre pour les gens modernes. La plupart des enfants grandissaient en voyant leurs frères et sœurs mourir. Les parents s'attendaient à perdre des enfants et donnaient souvent le même nom à un enfant ultérieur si un frère ou une sœur aînée mourait jeune, une pratique qui semble étrange aujourd'hui mais reflétait la relation différente avec la mortalité à une époque où la mort était une présence quotidienne. Rien n'illustre peut-être plus clairement l'écart entre la vie à la frontière et la vie moderne que les approches de la santé et de la médecine. Si vous tombiez malade ou blessé dans l'Ouest des années 1870, votre expérience n'aurait presque aucune ressemblance avec les soins de santé modernes. La première différence serait l'absence de soins médicaux professionnels dans la plupart des situations. Les médecins étaient rares, de nombreuses communautés n'en ayant aucun. Ceux qui pratiquaient à la frontière avaient souvent une formation minimale ou peut-être un bref apprentissage ou quelques mois dans une école de médecine. Leurs connaissances reflétaient la science médicale de l'époque, qui reposait encore fortement sur des théories comme l'équilibre humoral qui avaient plus en commun avec la médecine médiévale qu'avec la pratique moderne. Sans accès à des soins professionnels, la plupart des problèmes de santé étaient traités par des remèdes maison et la médecine populaire. Chaque communauté avait des personnes, généralement des femmes, connues pour leurs compétences de guérison, s'appuyant sur des traditions apportées de diverses cultures. Certains de ces traitements, en particulier les remèdes à base de plantes, avaient de véritables propriétés médicinales, mais beaucoup étaient inefficaces ou activement nuisibles.
Les traitements médicaux courants de l'époque incluaient la saignée, qui affaiblissait les patients déjà malades, les purgatifs qui causaient une diarrhée sévère, censés expulser les mauvaises humeurs, et les cataplasmes de diverses substances appliquées sur les blessures, dont certains introduisaient une infection plutôt que de la prévenir. Le laudanum, une teinture d'opium, était largement utilisé pour la douleur, entraînant une dépendance dans de nombreux cas. Les composés de mercure étaient prescrits pour de nombreuses conditions malgré leur toxicité. Même lorsque les traitements avaient une certaine validité, les médicaments impurs causaient des problèmes. Sans réglementation pharmaceutique ni standardisation, les médicaments vendus commercialement variaient énormément en puissance et contenaient souvent des contaminants dangereux. De nombreux médicaments brevetés, commercialisés comme des panaques.